Le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Good. La petite chandelle, tout est parfait. Tout est parfait, vraiment. Alright, ben on commence ça. Génial. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Aujourd'hui, on reçoit Francis Paquet. C'est un cofondateur de l'entreprise qui s'appelle SiteGrow. C'est une agence spécialisée en SEO et en GEO. Donc, il va nous expliquer ça, là. Fait que c'est une entreprise en intelligence artificielle, puis il y a des entreprises à optimiser, dans le fond, leur prompt, mettons, pour tout ce qui est genre marketing, j'imagine. Oui. Fait que j'étais intéressé de... C'est la première fois que quelqu'un me demandait de venir au podcast. D'habitude, c'est moi qui fais les recherches pour aller chercher des gens. Fait que merci, Francis, de m'avoir choisi pour le podcast. Ben merci de me recevoir. Sérieusement, un super bel accueil, un bon café, des belles discussions avant de commencer. Mais ouais, j'ai voulu qu'on te contacte parce que je trouve que c'est quand même l'écologie, les questions autour de l'IA puis l'utilisation de l'IA dans les entreprises. Je pense que c'est un sujet qui est polarisant. Les gens en parlent. On veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire chacun de notre côté. Donc, je trouvais ça important que... Ça a une connotation un peu négative au niveau environnemental. Fait que, tu sais, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de démystifier ça. Je pense que quelqu'un qui fait ça, justement, pourrait bien le savoir. Mais tu peux juste parler, justement, comme ton background, t'as étudié en quoi, puis comment on fait pour dire qu'on a faire une entreprise en intelligence artificielle? Oui, c'est une bonne question. En fait, il y a 15 ans, j'ai commencé à faire du SEO. Donc, le SEO puis le GEO, je vais tout de suite démystifier c'est quoi la différence entre les deux. Le SEO, c'est positionner un site web sur Google, donc moteur de recherche qu'on connaît bien, en organique. Donc, on ne paye pas pour être positionné. Donc, on fait le mieux qu'on peut pour sortir premier dans les résultats. Okay. Alors qu'en GEO, ça va être vraiment pour ressortir quand quelqu'un fait une recherche au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on cherche une entreprise ou on cherche un podcast pour nous accompagner pendant un périple. Ben, qu'est-ce que ChatGPT ou les autres vont proposer? Est-ce que c'est ton podcast ou un autre? Donc, comment faire pour ressortir sur ces outils-là? Puis, dans le fond, il y a 15 ans, je positionnais des entreprises. Là, je vais travailler mon âge, mais j'avais que 15 ans à l'époque. Et je positionnais des entreprises sur Google, entre autres. Okay. Et j'allais voir les entreprises. Un coup que j'étais positionné et j'ai dit ben c'est moi qui ai le trafic en ce moment, veux-tu acheter ce que j'ai? Donc j'ai dû faire un peu ma marque par moi-même parce que tu peux pas te faire embaucher comme ça en disant ouais moi je vais te positionner acheter quoi? premier. Excuse, j'ai mal compris. Fait qu'en fait moi j'achetais un nom de domaine, je le positionnais comme étant la référence sur une recherche. Donc exemple dans le temps c'était beaucoup l'automobile, donc les gens voulaient vendre leur voiture, ben pas les gens mais les entreprises voulaient vendre leur véhicule en ligne. Puis, ben moi, c'est moi qui avais les recherches, par exemple, quand tu écrivais Honda Longueuil ou Honda Laval. Puis c'est moi qui allais ce trafic-là. Donc, après ça, je pouvais aller voir Honda puis dire, ben regarde, c'est moi qui a ce trafic-là en ce moment. Est-ce que tu veux acheter mon site web? Et après ça, tu vas pouvoir avoir ce trafic-là parce que je ne vendais pas de voiture, évidemment. Non, c'est ça. Donc, mais tu avais une certaine notoriété quand même, là, parce que ça avait une certaine valeur là, pour quelqu'un achète quelque chose. Oui, ça, exact. Ben, vu que j'étais capable de démontrer qu'il y avait des bonnes statistiques, j'étais capable de vendre le projet quand même assez facilement. Puis un peu plus tard est arrivée l'aventure au lac Mégantic, malheureuse aventure là, avec le train. Puis moi, je regardais ça puis je me disais qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider, tu sais. Puis j'avais des connaissances en SEO puis en e-commerce. Je me suis dit ben je vais les contacter puis je vais voir si je peux pas monter des sites web en fait pour eux, parce qu'ils vendaient pas en ligne. Là. Je sais pas c'était quelle année exactement là. Mégantic, mais dans les années 2012, quelque chose. Il y avait pas, on vendait pas encore énormément en ligne, surtout pas au Québec. Non, là, non, donc on était un peu en arrière. Donc j'ai dit ben je vais contacter ces entrepreneurs-là, puis je vais tenter en fait de leur faire leur site de commerce électronique, ce qui va encore me donner une certaine notoriété, mais en plus je vais pouvoir aider les autres. Donc c'était comme un bonus des deux côtés. J'ai fait ça, puis ça m'a fait un peu plus connaître évidemment dans le milieu entrepreneurial. Puis après ça j'ai continué comme ça. J'ai fait les 10 dernières années en agence, donc on était 3, on avait une agence plus marketing général, puis on en parlait un peu tantôt.
je trouve que ça fait le pont un petit peu avec l'écologie, mais je trouvais qu'on jetait rapidement les projets web. Donc, tu sais, les entreprises investissent des sommes énormes en web, en marketing, puis c'est souvent des recettes qui sont recommencées aux ans, 2 ans, 3 ans, pour différentes raisons. Là, tu sais. Le directeur marketing change, il arrive avec ses nouvelles idées, on jette tout aux poubelles, on recommence, puis... On peut analyser qu'est-ce qui est fonctionnel quand même. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle, c'est ça. Exact. Mais moi, je pense qu'au contraire, on devrait bâtir sur l'existant, puis on devrait travailler avec ce qui existe. Tu sais. Exact. Donc, voilà. Ce qui a amené aux 2 dernières années à fonder SiteGrow avec Marie-Josée. Ouais. C'est quoi SiteGrow? SiteGrow, en fait, on aide les entreprises à se positionner toujours sur le SEO, donc sur des moteurs de recherche comme Google, mais avec une spécificité sur le GEO, donc positionné sur l'intelligence artificielle. Tu combines les deux, en fait? Oui, on combine les deux. Donc, ça fait en sorte que si, exemple, je cherche le meilleur restaurant, exemple, pour amener ma conjointe à souper à Montréal, mais comment on fait pour que ce soit ton restaurant, par exemple, qui ressorte sur les moteurs d'intelligence artificielle? Donc, ça amène parce que le public a changé. Hein, les gens ont modifié leurs intentions de recherche. Donc, au lieu de faire leur recherche sur Google, ils vont demander davantage à l'intelligence artificielle. Les reviews, ça tue. Il y a des commerces, là, tu sais, une couple de 1 étoile, là, puis c'est terminé, là, ton commerce. Les gens, ils focusent vraiment là-dessus. C'est un peu polarisant, là, quand même. Oui, tu as raison. En fait, les reviews, c'est de plus en plus... avant l'intelligence artificielle, je trouve que les gens s'en souciaient un peu moins parce que, on n'avait pas... Tu sais, une des questions qu'on va aborder aujourd'hui que j'aime bien, c'est la façon comment les gens ont changé puis comment l'intelligence artificielle peut choisir ou pas de mettre une entreprise de l'avant. Mais elle se fie, l'intelligence artificielle, sur les données qu'elle a déjà, puis qu'elle a dans sa base de connaissances. Donc, le fait d'avoir des mauvais reviews, évidemment, ça a un impact sur le fait que est-ce qu'on va être référé ou non comme étant un endroit ou un service ou une entreprise qu'on devrait appeler. Puis depuis la pandémie, on dit souvent que le consommateur a beaucoup changé. T'as-tu remarqué un paradigme qui a changé? Je sais que c'est quand même avant l'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose que, avant de commencer SiteGrow, vous vous êtes dit que c'est important de considérer comment le consommateur maintenant... va rechercher ces trucs-là. Ouais, c'est drôle que tu en parles. J'ai constaté, en fait, on a constaté, moi et Marie-Josée, qui est la cofondatrice, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens, avec la pandémie, il y avait quand même une certaine solitude. Les gens, ils ont vécu des fois seuls pendant un bon moment. Puis l'intelligence artificielle est arrivée un petit peu après ça. Mais les gens font tellement confiance à l'intelligence artificielle comme si c'était leur meilleur ami. C'est grave, hein? Effectivement, c'est tout un... C'est toute une science qu'on connaît pas encore, clairement. Exact. Puis la donnée, où elle s'en va, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais. Qui est propriétaire de ces données-là, voilà. Ça, c'est inquiétant. Là. Voilà. Puis tu sais, aussi l'histoire de dire... les gens veulent pas donner leur information avec les fameux bandeaux de cookies. Je veux pas m'éloigner trop de l'IA, là, mais les gens veulent pas donner trop d'informations. Ils veulent même plus donner leur adresse courriel quand on va dans un magasin. Puis ce qui est tout à fait normal parce que des entreprises ont abusé de ces systèmes-là pour prendre ces données-là. Mais là, l'intelligence artificielle, prennent tout, on donne tout, on crache tout, on parle de notre vie. Là, c'est des gens qui prennent ça comme psychologues. C'est abusé. Là. Mais oui, ils vont dire, ah oui, moi je veux me séparer. Ils vont donner de l'information, c'est même pas arrivé encore. C'est quand même spécial. Donc, nous, on a vu une opportunité pour les entreprises en fait du Québec de venir se positionner sur les moteurs d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que Google, qui est un marché qui était saturé depuis plusieurs années, était pris par des géants, des géants américains, des entreprises d'ailleurs. Tandis que là, avec l'intelligence artificielle, il y a quand même du bon. Puis où est le bon? C'est justement de mettre de l'avant les petits commerces, les entreprises québécoises, les gens qui... c'est le moment, en fait, de prendre la place qui peut nous revenir. Là. C'est quoi, mettons, la façon traditionnelle de travailler, puis en quel point SiteGrow fait quelque chose de différent? Ouais, en fait, c'est une très bonne question. Les gens essaient de déployer des stratégies marketing, mais qui vont souvent être en payant. Puis en ayant cherché vraiment les mots-clés. Fait qu'exemple, on va Google Ads ou des choses comme ça qui vont payer pour avoir ces publicités-là. C'est correct, tu sais. C'est tout un marché. Moi, je trouve que en SEO, GEO, ce que SiteGrow amène, c'est d'être pertinent sur son site web. Fait que c'est pas d'essayer de faire le truc clickbait le plus intéressant. C'est vraiment d'aller donner de l'information aux visiteurs. Puis souvent, ce qu'on dit à nos clients, c'est je sais que tu veux parler de toi là, dans l'article de blog qu'on va produire, mais ne parle pas de toi. Donne l'information réelle
que ton client, ton visiteur c'est ça qu'il a besoin, c'est ça qu'il veut. Exact. Mais oui, Soit la référence. Puis c'est comme ça que après ça, un chat GPT ou autre de ce monde va dire ben je vais référer Francis au lieu d'un autre parce qu'il est pas là en train de vouloir trop juste si le client est vraiment intéressé par le produit ou peu importe, après il se posera la question t'es qui puis c'est quoi ça vient après. Il va s'en rappeler. Je veux dire, c'est comme donner un conseil. Tu sais, si tu me donnes un conseil avant d'être en ondes ensemble, tu m'as donné des bonnes adresses que je pourrais visiter à Montréal, ben veux pas, je vais m'en rappeler que tu m'aies vendu quelque chose ou pas aujourd'hui. Moi, après, je me rappelle que c'est toi qui m'as aidé sur cette aventure-là ou ce souvenir-là que je vais créer ensuite. Donc, tu sais, je pense que on le vit de plus en plus avec l'intelligence artificielle, d'être pertinent. Puis ça, les gens ont de la difficulté parce qu'on a trop appris à plus en mode un peu agressif, de dire ben on va acheter puis on va être là dans la tête des gens puis on va être là 6-7 fois avant que la personne achète. Attends une minute, peut-être qu'il faudrait donner de l'information puis les conseiller pour vrai. Mais ça rend ça un peu plus démocratique, c'est comme on disait. Je trouve ça intéressant un peu plus à savoir ce qu'il y a le behind the scenes, j'ai l'impression, non? Oui, vraiment. Puis tu sais, la question aussi sur la quantité de contenu, il y a beaucoup de sites web produisent du contenu pour produire du contenu. Ça consomme énormément. Moi, je pense que c'est d'avoir une stratégie qui répond vraiment à ce que nos utilisateurs, de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que mon visiteur qui vient sur mon site web a besoin de savoir, c'est quoi les questions qui se posent, puis d'être le plus transparent là-dessus. Moi, même souvent, puis aux États-Unis, c'est quelque chose qu'ils ont quand même compris depuis longtemps. Ils vont parler de leurs compétiteurs à même leur propre site web. Donc, prendre n'importe quelle plateforme technologique, par exemple, une grosse plateforme comme un Slack, HubSpot ou autre compagnie américaine, ben, tu vas voir sur leur site web, ils ont beaucoup de comparateurs entre pourquoi prendre cette technologie-là versus une autre, pour essayer de donner aux visiteurs. On le sait que ça existe, là. Je veux dire, il y a d'autres choses qui existent. Mais... Le consommateur a déjà fait son magasinage de toute façon. Exact. Okay. Donc, je pense que, puis tu sais, au Québec, on n'aime pas trop parler de nos compétiteurs. On a un peu un frein autour de ça. Alors que je pense que c'est tout à fait bénéfique de permettre aux visiteurs de dire, regarde, oui, il existe autre chose. Regarde ce que nous, on peut offrir. Puis tu sais, après ça, fais le meilleur choix pour toi, là. Si tu veux expliquer c'est quoi SiteGrow concrètement, tu me donnes un exemple de comme... C'est quoi que tu fais? Y a-t-il un client que tu peux dire que, OK, ben, on les a contactés, il y avait ce besoin-là, puis là, maintenant, c'est ce que c'est, genre. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans le fond, le client a déjà son site web. Donc, il y a un site web en place. Nous, on arrive, puis on déploie une stratégie pour comprendre c'est qui le persona, puis qu'est-ce que cette personne-là fait comme recherche pour créer du contenu sur le site web qui va être pertinent. Puis spécialisé à ce client-là, en fait. Spécialisé à ce client-là. Okay. Donc, ça, c'est le côté contenu. On va faire le côté technique, donc on va s'assurer que le site web soit au plus de normes possibles de 2026 ou peu importe au moment d'écrire, que les gens vont nous entendre, mais c'est important d'avoir les bonnes normes technologiques. Puis il y a un autre pont un petit peu avec le côté environnemental, un site qui va être performant, moins énergivore, va gagner des points par rapport à d'autres sites web qui sont sur des vieilles technologies, qui vont avoir, que ce soit des failles informatiques ou juste consommer trop de données. Donc, il y a un côté technique, un côté contenu, puis un côté de référence. Donc, comment tu fais pour te faire référencer par d'autres joueurs du marché. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des endroits où on peut faire parler de notre client par d'autres médias, par exemple, ou d'autres sites web. Puis c'est comme ça, en fait, qu'il va devenir une référence dans le marché. Puis on monitore vraiment, est-ce que le client de notre client, quand il fait une recherche, c'est lui qui obtient le trafic. Puis l'intelligence artificielle arrive où dans ce processus-là? L'intelligence artificielle est imbriquée dans tous ces trois sphères-là, mais principalement en contenu. Donc, va nous aider, évidemment, à atteindre des capacités de contenu qu'on n'avait pas avant, mais il va surtout être impliqué dans le client. Maintenant, il cherche sur ce moteur-là. Les gens vont là-dessus pour te trouver. Donc, si l'entreprise ne se modernise pas et ne fait pas un pas vers le GEO, malheureusement, se bloque de ces canaux-là. C'est un peu comme les Olympiques, il y a juste un numéro 1, il n'y a pas deux. Exactement. Ou même avec les podcasts, c'est un bon exemple. Pourquoi les entreprises devraient et pourraient aller davantage parler à des micros de podcast? Parce que ça trouve à un marché qui est différent, que tu n'as pas nécessairement dans le média traditionnel ou à la radio ou autre. Donc, puis il y a beaucoup de gens qui écoutent beaucoup de podcasts. Là. Puis ce que je trouve le fun avec le podcast, c'est que la majorité des gens qui écoutent des podcasts ont une intention de vouloir apprendre quelque chose. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est activement là pour écouter, pour
trouver des nouvelles solutions à ces problèmes ou découvrir des nouvelles choses. Fait que, clairement, c'est un bon pool de personnes à rejoindre. Là. Ouais, c'est des gens, souvent, nous, on a passé une des choses qui a fait connaître SideGrow, c'est notre passage à un café avec Ouais. Judith. Puis, tu sais, le nombre de personnes qui arrivaient dans des rencontres avec un calepin, puis qui disaient, j'ai pris des notes, j'ai mis sur pause, je vous ai Wow! écouté, puis j'étais comme, ok, wow, on a fait une différence. Il y a plein de gens qui soupaient après, puis qui disaient, hey, t'as-tu entendu le truc de SideGrow? Puis, Ah ouais, tu sais, on s'est ok. fait référer par des gens qui ont dit, moi, je vous connais pas, mais j'étais dans un souper, ma belle-sœur, elle m'a dit que je devrais faire ça sur mon site web. Fait que, tu sais, les gens ont une conscience sur le fait qu'il y a un changement de cap, je pense, dans le comportement des Mhm, mhm. consommateurs. Les gens veulent de plus en plus acheter en ligne, veulent être conseillés. ChatGPT, puis là, je vais parler beaucoup de ChatGPT, mais évidemment, je parle de Claude, de Perplexity et les autres. DeepSeek aussi, j'imagine, ou... Ouais, ok. en fait, tous les outils d'intelligence artificielle, les gens les utilisent comme des conseillers. Mhm. Donc, tu sais, c'est important pour les entreprises d'être là, puis de aussi faire attention à ce qu'on dit autour d'eux. Donc, il y a même des entreprises qui vont nous contacter pour un peu, pas contrôler le message, mais s'assurer que ce qu'on dit sur l'intelligence artificielle, c'est pas non plus Mhm. des choses fausses Mhm. autour d'eux ou de l'industrie qui couvre. OK. T'as-tu des chiffres à donner, mettons, par client, par exemple? Est-ce que combien de prompts vous faites, par exemple? C'est une bonne question. J'ai pas monitoré le nombre de prompts Mais qu'on fait, environ, là. mais ouais, on doit Ça serait quand même intéressant de savoir la donnée, par contre, non? Ouais, c'est vrai que ça Par serait projet, intéressant. là. Combien de prompts on fait par projet, Tu sais, on j'avoue, disait avant là. le podcast, mettons, je dis n'importe quoi, il y a 50 000 prompts Ouais. pour un projet de base. Puis là, vous êtes plus optimisé, puis on en fait 20 000. Là. Tu fais littéralement avoir un KPI de OK, on a Ouais, sauvé c'est le vraiment nombre bonne de idée. bouteilles d'eau par prompt. Là. Tu sais, il y avait une vidéo, moi, ce que j'ai trouvé ça vraiment drôle, c'était un gars qui faisait ChatGPT, quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Puis là, il verse une bouteille d'eau à chaque fois qu'il demande ça à ChatGPT. Puis c'est Wow. comme, c'est beaucoup d'eau, tu sais. Ouais. Puis tu sais, comment cette eau-là est consommée, elle sert à quoi? Tout ça, c'est très nébuleux, là. Fait que. Ouais, t'as raison. En plus, ce qui est intéressant, tu sais, moi j'ai un background de programmeur, puis toutes les plateformes qu'on a développées pour nos clients, je suis tout le temps en train de les optimiser pour qu'on utilise le moins de prompts possible. Mhm. Mais je me suis pas fait de KPI, donc c'est notre, je pense, ton côté ingénieur Un peu, ouais. qui vient se jumeler au mien en plus entrepreneurial. Mais je pense que oui, on pourrait avoir un KPI sur le nombre de requêtes qu'on fait. Moi, je le fais toujours dans une optique, en fait, de temps. Tu sais, j'aimerais réduire l'utilisation de temps pour produire, mettons, ce qui est produit. Puis pas nécessairement dans un objectif financier, parce que souvent, les outils, même plus souvent, plus c'est long, ou tu sais, c'est pas une question de coût, mais vraiment plus une question d'efficacité, puis de pouvoir Mhm. utiliser moins. Aujourd'hui, il y a des outils pour tout, là. Ouais. Il y a c'est terrible aussi, là. Il y a des API, puis les API, c'est un connecteur, en Ouais. fait, que tu peux brancher entre deux plateformes. Puis aujourd'hui, développer une API, on C'est pourrait simple, se hein. faire ça là, Durant le en 30 podcast, là. minutes. Là. Ah ouais. Exact. Puis là, ce que ça crée, c'est que les gens ont plein de portes à utiliser pour faire ce qu'ils faisaient avant. Mhm. Mais là, c'est 6 SaaS, 6 plateformes, 6 cartes de crédit que tu as mis. Ouais. Tu sais, ça Ça se va vite, là, multiplie, ouais. Alors qu'avant, tu avais tes 4-5 mêmes outils, puis tu sais, c'était ça. Ouais. Aujourd'hui, on est loin de l'époque de t'avais Microsoft, tu sais, la suite Office, puis Ouais, ouais. c'était tout. Là. Ok. Aujourd'hui, les gens ont utilisé une application pour tout. Fait que, tu sais, je pense que de réduire cette utilisation-là, c'est quand même important. Puis une des stats qu'on monitore, c'est le public de notre client, il est où? Parce que les gens aussi, j'observe, les gens veulent sortir sur tous les moteurs d'intelligence artificielle. OK. C'est une chose. Mais moi, je pense qu'il faut se concentrer où il y a un réel besoin. Ouais. Puis pas. Ou ça va être utile, Ben c'est oui. plus pertinent d'être là. Je veux Exact. dire, si t'en vas dans un conventum de tomates, puis tu t'en vas pas à un Exact. autre truc finalement qui mange Pas pas ça, besoin. genre c'est ça, exact. Fait que, excuse, on a divergé, mais environ, mettons, un projet typique, combien de prompts? C'est une bonne question. Combien de prompts on peut. De ton expérience, là. Mais on n'est pas dans les. Tu sais, pas dans les dizaines de milliers. Là, on doit être plus autour autour de 1000. Ok. Peut-être prompts. Parce qu'on fait encore beaucoup d'étapes humaines. OK. C'est quand même quelque chose que on a tendance à dire que l'intelligence artificielle va remplacer les emplois. Nous, dans notre domaine, il reste que le côté humain est important. Fait Ouais. que oui, tu peux automatiser certaines choses, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour ton client, mais il n'y a rien de mieux qu'après ça, un humain qui est capable de venir mettre sa touche humaine là-dedans. Donc,
on essaie de... Tu sais, nos prompts sont optimisés pour pas non plus aller chercher, parce que l'intelligence artificielle a tendance à aller chercher très large pour après ça te donner une réponse, tu sais, en entonnoir. Fait qu'on essaie Faut de... travailler avec lui pour aller vers l'entonnoir aussi, là, je Exact. pense. Là. Nous, on essaie d'aller avec une requête qui va être vraiment orientée sur donne-nous juste ce qu'on a besoin, puis tu sais, fais pas des pieds puis des mains pour rien, là, essentiellement. OK. Puis tu sais, tu disais tantôt que tu monitorais où est-ce qu'il y a les personnes pertinentes. Ouais. Comment on fait ça? Comment on fait pour savoir, OK, c'est là que Ouais, le ça client fait est partie intéressant? en fait du nombre de prompts que je t'ai donné, là. Fait qu'en fait, on simule le client de notre client, puis on regarde c'est quoi le résultat qu'il obtient quand il fait sa recherche. Donc, Ok. par exemple, si je reprenais l'exemple de je vais me séparer, je cherche un avocat à Montréal, ben on va simuler cette requête-là pour voir si notre client obtient ce trafic-là. Parce qu'aujourd'hui, on a encore peu de statistiques sur est-ce que mon trafic vient de ChatGPT, de Perplexity, de peu importe quel outil de Claude, ben, on n'a pas encore beaucoup de données. Donc, nous, on peut essayer de prédire, en fait, est-ce que quand cette personne-là de la rive sud de Montréal va faire cette recherche-là, est-ce que c'est toi qui va sortir comme référence? Là? Puis, on monitore cette donnée-là, puis après ça, on la fournit au client. On vise jamais du 100%, mais on vise plutôt un chiffre qui fait du sens, en fait, pour être la référence. On a souvent on vise un 70% des recherches où c'est notre client qui va sortir. OK. C'est quoi le plus beau projet que tu t'es dit, ça valait vraiment la peine de faire SiteGrove, puis on continue là-dedans. Là. Wow, c'est une vraiment bonne question. Tu te dis, hey, ça, c'est un bel accomplissement. Quand je vais me coucher le soir, je pense à ça de temps en temps. Ouais, c'est une vraiment bonne question. J'aime tout ce qui peut donner un réel retour sur investissement aux visiteurs aussi. Fait que oui, il y a le client qui nous paye puis qui veut évidemment vendre son service ou son produit, mais j'aime qu'on puisse donner de l'information qui est tout à fait légitime. Puis nous, dans notre domaine, il y a une particularité. Les clients, souvent, ne veulent pas qu'on dise qu'ils collaborent avec nous parce qu'ils veulent pas que le compétiteur... C'est comme un nouveau marché. Là, ils veulent pas que le compétiteur sache... que c'est cet outil-là qu'ils utilisent. Oui, exact. Ben là, s'ils investissent là-dedans, est-ce que nous, on devrait investir aussi? Nous, on s'est fait une règle quand on a fondé SiteGrow de dire on prend un client... Tu sais, on ne prendra pas deux clients qui se compétitionnent les uns, un envers l'autre. Fait que si, exemple, on prend je sais pas moi... Best Buy Future Shop. Exact. On va faire juste un des deux parce qu'on peut pas... on pourrait pas promettre la même recette pour deux clients qui veulent avoir la même recherche. Mais... ça serait un peu de la compétition mal. C'est pas bien intentionné, en fait. Okay, ouais. Je te dirais que un des projets que je suis le plus fier, c'est un de nos premiers projets où, puis ça c'est le cas typique, là, c'est le client il a investi dans une autre firme, fait qu'il a investi 30, 40, 50, 100 000 $, puis il n'y a plus aucun trafic sur son site web. Puis là, il nous appelle, puis là, il disait, je comprends pas. Avant, j'avais du monde qui venait sur mon site web, j'avais des ventes ou j'avais des gens qui venaient en magasin ou des formulaires remplis. Là, j'en ai plus. Qu'est-ce qui se passe, Francis? Puis notre premier client, c'est arrivé comme ça. En fait, on a reçu un coup de téléphone. Hey, Francis, j'ai plus de trafic. Qu'est-ce qu'on fait? Une entreprise de Laval. J'ai dit, ben écoute, t'as fait des changements dans ton site web. T'as fait des actions qui ont malheureusement été à l'encontre de ce qui fonctionnait bien. Donc, là, ben, tu repars à zéro, tu sais. Puis c'est une entreprise qui avait déjà beaucoup d'années en arrière de la cravate. Donc, l'objectif, ça a été de retrouver ce trafic-là. Puis c'est souvent un des cas qui vient chez nous, là. Fait que le client vient chez nous parce que, tu sais, c'est la porte d'entrée qui était le site web pour générer des revenus à l'entreprise. Malheureusement, elle est inexistante. Donc, voilà, je te dirais que c'est le cas typique, que c'est gratifiant aussi pour nous parce qu'on redonne un peu le flambeau. Oui, exact. La flamme est là. On rallume cette flamme-là chez le client. Phoenix vibe, OK. Le client recommence à croire aussi en le web alors que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est là pour arrêter, là. Fait qu'il faut pas... Il faut quand même garder ça en tête. Donc, je trouve que ça, sans vouloir dire qu'on est des sauveurs, parce qu'on n'est pas des sauveurs, mais au moins on est capable de faire ça. Puis, tu sais, un autre cas client,
Le client, même chose, refait son site web, mauvais choix technologique, vient chez nous. On a été assez franc pour, après un mois de collaboration, dire hey, nous, tu nous payes pour rien en ce moment. Tu devrais soit arrêter ou on devrait faire des changements significatifs sur le site web. Qu'est-ce que tu veux? Il a choisi de faire les changements significatifs. On a retrouvé le trafic. Aujourd'hui, le téléphone sonne à tous les jours. Wow, comme nice. précédemment, ils l'ont déjà vécu. Très Fait que cool. quand tu reçois un client à l'autre bout de la ligne puis qui dit hey, mon téléphone il sonne à tous les jours maintenant. Merci. Ouais. Ben, tu dis, wow, ok, check, c'est fait. Fait que sans vendre du rêve, parce que ça veut pas dire que ça va faire ça dans toutes les industries où c'est le même temps non plus. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant que tu aies des résultats tangibles, mais quand même. Il y a un des invités de mon podcast que c'est mon premier professeur à l'ETS, puis il a commencé une entreprise, puis il disait la chose la plus importante en entrepreneuriat, c'est l'intégrité intellectuelle. De se dire, OK, là, ça marche pas, il faut le dire à son client que je pense que je ne suis pas la bonne solution, parce que sinon, ben, ça fonctionnera pas. Là. Exact. Oui, en entrepreneuriat, je trouve que les gens souvent, puis surtout au début, tu essaies de prendre un peu une part de marché, puis l'intégrité, clients, tout ça. Mais je pense que la franchise, de dire vraiment comme, nous, on a pris le guess que le client aurait pu décider de dire OK, ben, merci, puis de partir, mais décider de continuer. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça fait un beau case study. Je t'en parle aujourd'hui, mais en plus, ben, on peut vraiment se dire OK, on a fait quelque chose. Puis ça, je pense que ça rallie l'équipe. Chez Sargon, une dizaine de personnes. Je pense que même le client, il va dire hey, ils sont vraiment cool, ils m'ont dit la vérité. Puis la carte de l'honnêteté, je pense que ça, sur le long run, c'est mieux. Là, Puis est-ce que vous choisissez comment vous faites la sélection des clients? Qu'est-ce que vous dites oui et non? Est-ce qu'il y a des choix un peu environnementaux dans les entreprises ou il n'y a pas encore ce critère-là dans ces choix-là? C'est une bonne question. On essaie de voir surtout qu'il y ait un fit parce que où je vois le lien avec le côté environnemental, c'est que si on déploie, exemple, là, une stratégie puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce que ça aussi, ça revient à l'intégrité un peu. Si tu prends des mandats pour prendre des mandats puis tu le sais d'avance que c'est pas un mandat qui va être intéressant pour toi pour différentes raisons, mais ou pour le client même. Exact, pour le côté humain. Ben, toute cette énergie-là que tu as investi, que ce soit de l'énergie évidemment humaine, mais de l'énergie technologique, monétaire ou peu importe, ben c'est perdu. Fait que nous, on s'est dit dès le départ, on va choisir quand même avec qui on travaille. Donc, on essaie de choisir en fait nos clients, puis de trouver s'il y a un fit humain en premier. C'est quand même un travail qui va se faire sur toute une année là, avec nous. Puis on va accompagner ce client-là semaine après semaine. Fait que tu sais, faut être sûr que le matin, tu te lèves et tu as le goût d'aller de part et d'autre. Tu sais, que tu vas pas de reculons de ce côté-là. Puis je te dirais que le côté plus écologique ou qu'est-ce qu'on va regarder de ce côté-là, bien évidemment, on essaie de s'associer à des entreprises où on s'est fait approcher là, par des entreprises qui vendaient ou qui allaient dans des zones où on était moins confortable, mettons, à positionner. Donc, on a un côté quand même à faire attention avec qui on s'entoure, de quel client avec qui on veut travailler. On a cette chance-là. Là. Je pense que c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent dire ah oui, nous, dans notre première année, on s'est mis à choisir nos clients. Mais je pense que quand tu peux te le permettre, c'est sûr que c'est quelque chose que tu dois faire. Tu sais, on disait tantôt avant le podcast que l'intelligence artificielle, c'est pas bien vu là, en termes d'impact écologique. Comment tu consignes, comment tu concilies justement cet apport environnemental-là? T'es-tu déjà fait critiquer que, hey, mon Dieu, tu as une entreprise, là, tu es en train de gaspiller de l'eau, t'es-tu déjà fait critiquer comme ça? Ou, oui ou c'est une question qu'on devrait se poser, en fait, je sais pas. C'est une bonne question. Oui, c'est une question. Tu sais, nous, on est arrivés, puis je te dirais, dans les premiers au Québec à dire que le GEO, ça existe, puis on se faisait lancer des commentaires, surtout sur LinkedIn, tu sais, par rapport à un mélange du fait que, c'est quelque chose qui n'existe pas, à un innovateur, exact. Puis mélange à, ça consomme énormément, évidemment, d'énergie. Il y a une perte de, on l'a dit tantôt, les gens font extrêmement confiance. Est-ce que les entreprises peuvent manipuler les gens? Il y a beaucoup de questions et environnementales et humaines aussi autour de l'intelligence artificielle. Nous, on aime dire que on ne peut pas empêcher, je pense, cette innovation technologique-là qui est l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut avec chacun des clients, avoir un petit impact là-dessus? Je pense que oui. Donc, on essaie plutôt de contrôler la quantité d'énergie, puis le client, comment lui, il va développer sa stratégie de façon un petit peu plus
environnementale que le géant américain qui développe l'outil d'intelligence artificielle qui est malheureusement on a peu de contrôle là-dessus. Donc on essaie de contrôler en fait ce qu'on peut. Ouais. Puis chez le client, ben c'est là parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la création par exemple de contenu est de plus en plus facile. On peut s'asseoir ensemble puis demander à ChatGPT de nous écrire 100 pages de contenu. Puis tu sais, dans 20 minutes, on va avoir nos 100 pages de contenu. Puis là, on commençait à avoir des clients qui il y a une facilité d'accès, je vais juste faire ça puis ça va être correct. Ouais, mais là, si tout le monde se met à créer des sites web qui contiennent 500, 1000 pages, 2000 pages, mais qui servent à rien, tu sais, là, on crée un autre problème. Donc, je pense que notre impact, il est là, surtout dans l'utilisation de rendre pertinent l'outil, exact. en fait. Là. Ouais. Fait que Okay. je te dirais que c'est plus là que nous, notre rôle, il va venir. L'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça a un impact. Chez nous, on essaie d'y faire le plus attention possible. On a quand même un bon registre on essaie d'utiliser un outil parce que tu peux utiliser les 20 outils en même temps, puis mais on essaie d'utiliser le même outil, de travailler avec Par projet, genre. Exact. Ce projet-là, il est juste sur Cloud, juste sur Chat. Exact. Ouais. Puis d'optimiser le travail qu'on fait autour des prompts, par exemple, qu'on va générer là, sur les outils. Puis comment tu fais pour éviter c'est clairement une course à la visibilité, les clients que tu as. Comment tu évites une surproduction de contenu inutile puis que ça soit juste du bruit numérique? Oui, c'est une vraiment aussi également bonne question. En fait, on le fait de différentes façons. Moi, je dis souvent à un client, il ne faut pas avoir peur de retirer quelque chose sur ton site web si tu vois que ça n'a pas d'impact. Donc oui, on essaie d'avoir la stratégie qui colle le plus à une quantité raisonnable versus les résultats que ça va amener. De toute façon, si tu en fais trop, tu te dilues. Puis ça, c'est quand même quelque chose que des fois, on pense pas. Là. Un des arguments que des fois, quand les gens me disent « Ah, mais Google, c'est un géant américain, ils font pas attention. » Pourquoi nous, on devrait faire attention, en fait? Okay, ouais. Mais en même temps, il y a des règles du jeu dans notre domaine que Google, si tu fais trop de contenu, tu es pénalisé. Donc, peut-être que comme entreprise, Google a ses choses et ses façons de faire qui ne sont peut-être pas adéquates, mais d'un point de vue SEO et GEO, c'est pas un objectif d'avoir le plus de contenu possible, mais plutôt avoir le contenu le plus pertinent pour l'utilisateur. Donc, je trouve qu'encore plus, avec l'intelligence artificielle, ça pousse à optimiser ce truc-là. En fait, il y a 15 ans, là, l'objectif, c'était d'avoir des pages pour chaque secteur de Laval, de Montréal, de la Rive-Sud. Puis là, c'est comme si j'ai une page qui parle de ton quartier spécifiquement, je vais sortir. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans est-ce que c'est pertinent d'avoir ça? Si c'est pas pertinent. Comme quoi, mettons, qu'il serait plus pertinent de dire centraliser ou d'en avoir moins, là, je suis pas sûr de suivre. Je vais donner un exemple, OK? Les gens veulent faire ils ont des projets. Fait qu'exemple, ça, je le vois souvent, ils ont une section projet sur leur site web, puis là, ils se disent... réalisation, en fait. Réalisation. Je vais faire une sous-page pour chacune des réalisations, puis je vais montrer, mettons, ce qu'on a fait pour chacun des projets. Puis là, ils se ramassent avec 20, 30, 50 pages selon la grosseur du client. Mais tu sais, c'est pas ça là, que le client... Oui, il veut savoir grosso modo ce que tu as fait. Moi, quand je vais sur des sites, je vais sur la page projet, puis je veux que ça soit une grille avec tout exactement. OK, cool, ils ont ce secteur-là, c'est correct. Genre, pas besoin je vais pas direct dedans. Autant de détails sur une page projet. Alors que ta section blog où tu peux donner... C'était quoi le défi quand tu as aidé cette entreprise-là précise? Mais ça, c'est payant parce que ton client, c'est ça qu'il se demande. Il se demande comment tu as fait pour résoudre ce conflit-là ou ce défi-là pour le client que tu représentes. Donc, je trouve que ça, c'est un exemple d'endroit où c'est peu pertinent d'avoir des pages, des sous-pages projets pour parler que de toi. En fait, après, chaque page, c'est du temps de surproduction qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus en plus. Vidéos, une page projet, c'est suffisant. Tu détailles tes 3, 4, 5, peu sur importe. Une page, bam. Sur une page, bingo. Travaille plutôt sur un centre des ressources. Donne du contenu aux gens. Essaie de donner ta recette. Donne pas toute ta recette, évidemment, mais essaie d'en donner le maximum aux gens pour voir que ces gens-là, en fait, ils puissent trouver par eux-mêmes la réponse grâce à ton site web. C'est comme ça que... Fait que, exemple, dans l'immobilier, on a quelques clients dans l'immobilier, mais on voyait beaucoup les gens, ils faisaient des pages. Premièrement, ça, c'est un problème. Là, les grosses bannières immobilières vont faire le même contenu pour tous les courtiers. Fait que là, tout le monde se ramasse avec la même page de comment vendre en séparation. Là, je sais pas pourquoi je dis beaucoup séparation. J'espère que j'en vois pas ça dans l'univers. Mais non. Mais tous les courtiers vont avoir la même page avec le même contenu.
Ça rend ça générique puis très peu personnalisé. C'est quoi cette pertinence-là? Moi, je veux plutôt avoir l'expérience de ce courtier immobilier-là, comment lui est capable de gérer, exemple, un dossier d'une séparation puis d'une vente d'une maison, par exemple. Puis, tu sais, des fois, on va écrire du contenu sur, exemple, les choix des bonnes écoles dans le quartier. Puis là, les gens vont dire, pourquoi qu'on écrirait là-dessus? C'est quoi que les gens, ils se demandent quand ils veulent magasiner une maison? Mon frère, il a choisi sa maison à cause de ça. Parce qu'il dit, moi, je vais être à distance de marche. Puis mon fils va pouvoir aller à pied là, à la maison. Fait que c'est un critère important. Moi, je pense que ça fait une différence versus faire plein de pages qui disent que tu es le premier au monde. Ben, pas le premier au monde, mais premier au Québec dans la division. Puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. OK, t'as une page, ta page d'accueil. C'est parce que tout le monde dit ça. Ben là. Oui. Tout le monde est numéro un dans quelque chose, surtout dans l'immobilier. Moi, là, quand je vois, mettons, quand tu cherches quelque chose sur une entreprise, là, je cherche une valve, hein, on est des leaders mondiaux. Il y en a 20 leaders mondiaux, excuse-moi, mais c'est pas pertinent comme information. En tout cas, moi, ça me convainc pas quand je lis ça. Ben oui, je pense que t'as raison, tu sais, d'y aller avec un... Plutôt, c'est ça, essayer de donner aux gens... Tu sais, nous, on le fait même en mode... Tu sais, on donne des conférences, par exemple, puis on en donnait une il y a 2 semaines, puis tu sais, les gens qui étaient là vendaient tous quelque chose, puis nous, on y a vraiment été en mode, on va faire une démo de qu'est-ce qu'on fait dans un cadre SiteGrow, on va prendre un site dans le public, donnez-nous un site, puis on va l'analyser en live, puis prenez-vous des notes, parce que ce qu'on montre là, c'est bon pour tout. C'est valable pour tout le monde. Exact. Tu as au moins quelques de ces bobos-là qu'on va montrer que tu pourrais appliquer. Puis tu sais, c'est ça qui a toujours été un peu notre... On n'allait pas là pour chercher aucun client. On n'avait pas besoin d'aller chercher aucun client. On allait là vraiment pour dire... Informer, c'est quoi? C'est le type de technologie puis de façon de faire, en fait. Là. Okay. Fait que si tu as un petit site, un blog, tu pars, tu as une grosse entreprise, tu es directrice marketing, peu importe, prends quelques infos qu'on te partage puis utilise-les. Tu sais, moi, je trouve qu'il faut être davantage dans la notion de partage, de donner de l'information que... Démocratiser ça, en fait. Ouais. Que de vendre et revendre et survendre nos produits et de nous remontrer. Tu sais, je veux dire, les gens, à un moment donné, moi, je pense que quand tu vas dans une conférence, que tu veux, en tout cas, moi, quand je vais dans une conférence, c'est aller m'inspirer, aller chercher des choses que je peux amener à mon bagage à moi. Travailler de collaboration, en fait. Exact. J'ai pas besoin que tu viennes me vendre ton service ou ton outil, tu sais. Donc je pense que ça nous a toujours souri. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on déploie pour les clients en ligne, là. On déploie des stratégies qui sont un peu plus en mode aider les gens que de parler d'eux. Est-ce qu'il y a un volet environnemental sur la communication avec vos clients? Genre, mettons, ça va impliquer ça comme impact environnemental, changer ton site internet, y a tout ce volet-là qui pourrait être intéressant à ajouter? Bonne question. La façon que nous, on le regarde, côté environnemental, c'est vraiment tout ce qui touche les choix technologiques derrière le site web. Fait que c'est là où on a, je dirais pas un KPI, mais pour nous, c'est important que le site web... le mesurer quand même un peu. Ben, ça soit le plus près du visiteur. Donc, tu sais, on va éviter tout ce qui est entreprise d'hébergement, par exemple, aux États-Unis, ou on va essayer de vraiment aller jouer avec des joueurs locaux. On va essayer d'être près des visiteurs pour essayer de consommer le moins de données possible. Ouais. Moi qui connais pas ça, qu'est-ce que ça veut dire proche du... en fait, c'est que plus tu déploies loin, en fait, ton site web. Fait que si tu achètes un serveur, tu vas sur un site web qui t'offre de l'hébergement à 2,99$ par mois, puis si tu es à l'autre bout du monde, chaque fois qu'il y a une requête qui se fait, il y a quand même une communication qui doit être faite pour aller jusqu'au serveur en Inde, revenir. Donc, tu perds de la performance, mais en plus... T'encourages pas la bonne pratique environnementale, en fait. Là. Donc, nous, quand on voit ça, on dit, regarde, je pense que tu devrais t'accompagner d'un fournisseur local à Montréal, par exemple. Tu vas avoir un impact, évidemment, environnemental. En plus, tu vas avoir un site qui est un peu plus performant. Tu encourages une économie locale, en plus. L'utilisation des... Nous, on monitor le nombre de requêtes qu'un site va faire parce qu'on a un KPI de vitesse de site web. Puis les gens, je le disais tantôt, ils installent. Je parlais d'applications plus, mettons, Microsoft Office, mais dans les sites web, les gens installent des applications pour tout et pour rien. Tu veux sans connaissance de cause, en fait. Tu as un site de commerce électronique. Puis là, tu veux avoir des codes promo personnalisés, tu as installé un plugin de code promo. Puis après ça, tu voulais faire ton shipping d'une façon, tu as installé un module de shipping, il y a un module et un module. Puis là, tu te ramasses avec un site web 40 outils. Exact, qui a 40 appels. Donc, à chaque fois que quelqu'un visite une page de ton site web, il y a 40 fois potentiellement, puis souvent un module va faire des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'appels. Fait que là, tu peux te ramasser avec, avant que ta page elle soit affichée, tu vas avoir consommé énormément de données. Puis je dirais la même chose des images. Les gens mettent de très grosses images. Les gens veulent avoir des vidéos sur leur site web.
Mais attends une minute, c'est que tous les gens qui vont naviguer sur ton site web, chaque fois qu'ils vont afficher une page, vont devoir générer en fait ces images-là et ces vidéos-là. Donc on essaie d'optimiser puis venir essayer de conscientiser les gens à dire on n'a pas besoin de ça pour que, exemple, tes ventes soient au rendez-vous. Fait que tu peux avoir un impact sur ta vitesse puis sur ton côté environnemental. Même qu'on invite les gens à s'ajouter une section dans le site où ils vont parler de leur impact environnemental d'un point de vue web. Ok, très cool. Parce que nous, on pense que les outils comme Google et ChatGPT vont mettre l'emphase sur encourager les entreprises qui font quand même leur bout de chemin. Fait que si nous, on est capable de démontrer que, regarde, on le fait, nous, notre bout de chemin de ce côté-là, je pense que ça aide beaucoup. Là. Tu dis que tu essaies de développer quelque chose qui est plus que tu travailles plus avec le client au niveau locaux. Là. Ouais. Géopolitiquement, on l'a vu avec l'arrivée de l'administration Trump, puis en ce moment, Carney, j'ai l'impression que en tant que Canadien, on est de plus en plus soudés. Là, on encourage vraiment plus les économies locales. Le elbow up, il fonctionne vraiment bien. Est-ce que tu trouves que depuis cette administration-là, tu vois que c'est plus facile de convaincre un client de dire non, tu devrais travailler plus localement? Oui, je pense qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est un de nos arguments forts. Là. Le fait de dire qu'on va encourager des entreprises locales, je pense que c'est très bien vu. Dans notre domaine aussi, il y a une façon de, tu sais, quand je te parlais de liens référents, de faire parler de ton entreprise, ben, c'est beaucoup avec des médias locaux. Fait que, tu sais, d'encourager les entreprises qui sont dans notre cercle, c'est vraiment une très bonne chose. Puis, quelque chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on s'est mis un peu comme mission d'aider les entreprises qui étaient québécoises en premier. Donc oui, on a quelques clients qui vont être ailleurs dans le monde, mais notre vraiment mission, c'est d'essayer d'amener nos entreprises ici à ne pas être à la traîne parce qu'il y a beaucoup de choses qu'aux États-Unis, c'est déjà en place ou ailleurs dans le monde, ils sont déjà là. Donc, si on ne veut pas avoir du retard au Québec et au Canada, je pense que c'est important de mettre l'épaule à la roue maintenant. Il y a des choses qu'on fait là, dans les stratégies clients qu'aux États-Unis, ils font ça déjà depuis, tantôt je parlais d'UpSpot, qui est un outil CRM américain. Ils font certaines stratégies qu'on fait, ils faisaient ça il y a déjà 6-7 ans. Là. Puis ici, il n'y a presque pas de joueurs qui vont le faire. Puis tu regardes des très grosses entreprises, là, des Hydro-Québec de ce monde qui ne vont pas mettre en pratique ces choses-là. Donc, tu sais, je pense qu'il y a quand même une conscience à se dire, OK, ouais, si nous, on ne veut pas manquer le bateau, il faut peut-être qu'on s'y mette. Là, Est-ce que vous êtes la seule entreprise à faire ça? Est-ce que vous avez des compétiteurs de type SiteGrow, mettons? Ben, tu sais, au début, on a été, je crois, dans les premiers au Québec à parler de géo puis d'intelligence artificielle d'un point de vue, le client fait ses recherches là maintenant et tu dois t'adapter à cette stratégie-là. Aujourd'hui, il y a plus de compétiteurs. Combien, par exemple? Je sais pas, je connais pas le marché. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de généralistes. Il y a peu de gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, il y a peut-être, je dirais, une dizaine, vingtaine de joueurs au Québec qui peuvent faire ça. C'est quoi la spécialisation, par exemple? C'est quoi, là, en ce moment, j'ai compris que c'est le marketing. Mais tu te spécialises en quoi, je veux dire? C'est que les gens vont dire, on fait des sites web. Donc, on peut déployer des sites web. Et on a une branche qui fait du SEO, GEO. Donc, on fait en sorte que ton site web est capable de sortir là-dessus. Mais ça, c'est la recette qui existe depuis toujours. Tandis que nous, on arrive, on est comme, tu as déjà un site web, on commence pas ton projet. On est un peu spécial, mais au lieu d'arriver et de dire, ah ouais, ben nous, on va aller te chercher 50 000 de budget chez toi parce qu'on va refaire ton site web dès le jour 1 parce que c'est pas bon. Mais nous, on part de l'existant puis on dit, on va l'optimiser puis utiliser vraiment ce qui est bon de ce site web-là. Donc oui, on a de la compétition, mais c'est rare qu'on perd un mandat aux mains de dire, j'ai choisi un autre joueur parce que je pense que notre authenticité, le fait que un peu tout ce qu'on se parle aujourd'hui, de dire que on va vraiment travailler avec le client, pour ses objectifs à lui. On pense souvent au client en premier au lieu de nous, nos objectifs. Ça, c'est quand même quelque chose de marquant. Beaucoup d'entreprises ont... Moi, je viens du milieu où on se fixait des objectifs d'entreprise, mais pas des objectifs, le client. Tandis que nous, on va vraiment focusser sur c'est quoi. Si le client atteint ses objectifs, pourquoi nous, après ça... Si le client il est satisfait, c'est le but de l'entreprise, en fait. Genre, oui, ça fait partie de votre core. Fait qu'au lieu d'avoir des KPI de comment nous, on devrait performer, comment les clients devraient performer, vont assurément amener le fait que pourquoi le client arrêterait de travailler avec nous si ça fonctionne puis s'il aime la collaboration. Donc oui, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à parler de GEO. Donc ça, on le voit de plus en plus. Je pense que le plus gros défi qu'on fait face, c'est que c'est pas quelque chose qui tu peux apprendre puis sur le banc d'école puis tu vas avoir une... Tu sais, il n'y a pas de
n'y a pas de bonne façon de faire qu'on apprend en vie tous les jours. Là. Non, Okay, exact. C'est plutôt comme, ben, tu le fais, puis tu le fais bien. T'essayes. Exact. C'est un peu comme coach de gym, souvent. Il n'y a ouais. pas d'ordre des coachs de gym. Tu peux tomber sur quelqu'un qui va super bien t'aider pour ton cas à toi, mais tu peux tomber sur plein de gens qui vont dire, ah oui, moi, je te montre comment maigrir en 30 jours. C'est comme... Ouais, mais... ouais, ça a peut-être fonctionné, là, puis je comprends que tu mets des photos de quelqu'un qui a eu cette transformation-là physique, mais nous, on essaie de s'éloigner un petit peu de ce modèle-là. De ce modèle-là, puis plutôt dire, ben regarde, avec nous, c'est une relation qui se bâtit, puis on va toujours être là un peu comme une extension de ton... Tu n'auras pas de résultats immédiats, tu sais, comme tu disais, tu vends pas du rêve, mais tu construis vraiment quelque chose de périn, en fait. Là. Exact. Okay, Donc, au début, là, on avait beaucoup de solopreneurs qui venaient chez nous, puis qui étaient un peu en mode, ben, ils vont sauver ma business, dans le fond. Tu sais, ils vont faire, dans le fond, ils vont nous amener un x2, x3, x200, x400 stats. Ben, c'est pas ça qui est vendu. Non, là. Non, exact. c'est on ça. n'est pas en train de dire que tu vas devenir millionnaire parce que tu as pris notre service. T'sais. Donc, ça aussi, ça a été On améliore la visibilité, puis on n'a pas de regard sur ce que la visibilité fait, en fait. Genre. À un moment donné, il y a une vente qui doit être faite de ton côté. Moi, je vais amener le client à te trouver pertinent, à ce que ce soit toi qui sois cité, mais après ça... It's on your hand, ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses une vente, il y a un travail qui doit... On a dit que c'est la meilleure bière, puis tout, puis que ça va être la bière qui va être sur le premier site. Mais est-ce qu'elle est bonne, c'est à toi de la faire, ouais, c'est ça. Exact, okay. C'est ça, exact. Puis ta réputation en ligne, il y a plein d'autres facteurs pourquoi le client il va acheter ta bière au lieu d'une autre. C'est un seul aspect, de toute façon, de ce que c'est. Là. Exact, puis ça a été une de nos maturités, je pense, comme entrepreneur, de se dire, OK, ben, on pourrait attirer ce genre de gens-là. On pourrait facilement devenir des gourous du SEO, GEO et promettre le rêve, puis d'aller dans une formule comme ça, deviens riche rapidement, maigrir rapidement. On a décidé d'aller plutôt dans une optique où nous, on veut une collaboration sur le long terme, puis c'est vraiment un travail qui se fait... De longue haleine. Oui, exact. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, en fait, là, qui est mis dans les collaborations clients. Mm-hmm. Si tu aurais à critiquer SiteGrow, ça serait sur quoi? Qu'est-ce que tu dirais ça? Il faudrait vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est pas la chose la plus positive, mais on y travaille, mettons. Oui, niveau environnemental, je dirais que c'est les technologies qui changent si rapidement. Il faut savoir s'adapter, mais il faut savoir faire un bon ménage. Donc, je dis qu'on fait un registre, mais le registre bouge tellement vite que des fois, on a de la misère à... c'est nono, là, mais il faut penser qu'une transaction sur un site web là, consomme énormément, là, que ça va de ta compagnie de carte de crédit qui va enregistrer un paiement, la personne qui va recevoir les sous. Tu sais, on pourrait là, détailler une transaction de... Puis, on est autant comme nos clients confrontés au fait qu'il y a toujours un nouvel outil puis toujours une nouvelle façon de faire. Juste dans les outils d'intelligence artificielle, un mois c'est Claude, l'autre mois c'est Perplexity, l'autre mois c'est Gemini. Il y a toujours une mise à jour qui va être meilleure que l'autre. Puis je pense que chez nous, on doit s'assurer de monitorer ça. Exact, puis couper ce qu'on n'a plus besoin d'utiliser pour pas garder ça qui se consomme d'une certaine façon sans que même on l'utilise. Donc, ça a un impact et environnemental et même sur notre entreprise parce que... Puis comment vous faites ça, monitorer ce choix-là? On les liste, mais on est 10 dans l'équipe, puis tout le monde est en télétravail. Donc, ça devient à un moment donné difficile à gérer sur qui utilise quoi et pourquoi il l'utilise encore. Donc, je pense que là, nous, on vient de finir notre première année globale de SiteGrow le mois passé. Dans notre deuxième année, un de nos défis, c'est de dire, OK, ben technologiquement, qu'est-ce qu'on utilise, puis qu'est-ce qu'on utilise vraiment, puis est-ce qu'il y a moyen qu'on réduise en fait l'utilisation d'outils qu'on a utilisé une fois pour un client précis? Est-ce qu'on pourrait pas consolider avec autre chose qu'on a, puis de pas tomber en fait dans le panneau d'avoir trop d'outils? Fait actuellement, on les monitore, on essaie de faire un ménage quand on peut, mais le plus gros défi, c'est que tu as toujours une petite utilisation de pourquoi tu l'as. Là, c'est comme moi, mais il faut se poser la question parce que sinon, on va se ramasser. Moi, j'ai vu des vidéos YouTube de gens qui utilisaient, tu sais... avec Claude, maintenant tu peux faire beaucoup de choses. Mon frère il dit souvent que Claude c'est un des meilleurs. Là, fait que, puis la facturation, j'ai vu des gens se monter des billes de facturation là, de 5, 10, 20 000 $ de frais d'utilisation de Claude. Fait que tu sais, je pense que... Ah, pour la licence pro en fait. Oui, exact. Ah ouais. Parce que je sais pas si tu avais entendu parler un peu de OpenClaw, sûrement. Qui est arrivé. Puis le problème avec OpenClaw, c'est que initialement, quand tu branchais Claude, tu le branchais par API. Puis c'était une consommation de tokens. Donc, au lieu d'avoir un forfait mensuel à 20, 30, 100 $, 200 $, c'était plutôt un paye
à ce que tu utilises, tu sais. OK. Puis, Par prompt? Oui, exact. My À chaque God. fois que tu faisais un prompt, ben, ça consomme un certain nombre de tokens. Puis ce nombre de Un peu comme les tokens-là- machines de jeu. Exact. Là. Ouais, Puis OK. là, ce qui est tombé dans le panneau, c'est que les gens ont parti des automatisations, tu sais, de fou, du genre, Ah non. ben réponds à mes courriels pour moi. Parfait, OpenCloud va répondre à tes courriels, mais là, lui, il répond à tous tes courriels et tu n'as pas assez donné de guidelines que là, il en fait beaucoup. Puis ta carte de crédit, tu l'as mis en settant pas de limite. Puis là, ben, après ça, tu te ramasses. Comment, Oh on a mon consommé Dieu, c'est un 5 désastre 000 environnemental et financier. Ben oui, parce Wow. que les gens font... Puis tu sais, c'est sûr là, que tu vas attirer du public sur ta chaîne YouTube. Tu vas faire une vidéo qui dit « Ah, je peux faire un agent IA qui va répondre à tous tes courriels. » Oui, c'est sûr que oui. Mais l'affaire, c'est qu'il y a toujours des petites conditions. Tu sais, est-ce que tu veux... Qu'est-ce qu'on fait s'il part dans une vrille, puis, mettons, il y a une erreur, loop, que là, il essaie de répondre à un courriel, il n'est pas capable, il réessaye, puis il fait ça toute la nuit pendant que tu dors. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, il a quand même essayé... T'as une bulle financière qui vient d'exploser Oui, dans ta face. exact. Là. My Fait que, God. je pense que, tu sais, c'est là où il y a du danger avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de rêves versus ce qui est en réalité, tu sais, on devrait l'utiliser, puis comment on devrait l'utiliser. Ouais. Donc, il faut faire attention dans tout ce qui est trop facile et trop beau pour être C'est vrai. un bel avertissement, merci. Ouais. C'est quoi les trends de recherche AI que tu dirais qu'il faut vraiment faire attention? Là, comme tu disais, le YouTube, il y a des affaires que ça vend du rêve. Non? Il y en a-tu que t'as pogné, que t'es comme, oh là là, genre comme, t'as averti tes employés, puis t'as dit, guys, ça, faites attention, il faut faire, ça marche pas, là, ça. Là. Ben Faites attention à oui, ce que vous pensez. Là. Énormément. Puis tu sais, je pense que même dans la quête des données de vie privée, on voit de plus en plus de hacks. Que ce soit chez des clients, même chez nous, je veux dire, c'est de plus en plus fréquent. Moi, j'ai été 10 ans en agence, j'ai jamais vécu de problème de piratage, alors qu'aujourd'hui, tu vas sur Internet, puis tu sais, c'est maintenant faire un faux projet, c'est facile, là. N'importe qui peut le faire. Qu'est-ce que tu Alors veux dire, un faux projet? Ben, je vais donner un exemple parce que ça m'est arrivé personnellement. Quand tu recherches pour Claude Code, qui est une des versions, tu sais, Claude a 3 ou 4 versions. Ouais. La version Claude Code qui te permet de développer, exemple, des sites web ou des plateformes, peu Ok. importe. Quand tu tapes ça sur Google, le premier résultat payant étant un site web qui ont dupliqué en fait Claude, mais si tu installes ça, c'est un virus? Un virus là, Ah, ouais. pour ton ordinateur. Wow! Mais quand tu cliques sur le lien, tu sais, tu peux pas C'est savoir. méconnaissable, Tu peux genre, pas en fait. savoir, Là. tu peux pas savoir. Puis Ah ouais. c'est tellement... moi, je me suis fait avoir par ce site web-là. Les menus ne fonctionnent même pas. Mais tu es tellement conditionné à... Tu veux aller chercher Claude Code, donc tu vas pas dans les menus ou quoi que ce soit. Tu arrives sur le site, c'est le même site, il y a un bouton télécharger, le même bouton Wow. qui se trouve sur Claude Code, tu le télécharges, puis ben, finalement, c'est un virus, tu sais. Donc, je pense que ça rouvre malheureusement les portes aux gens malveillants. Fait que moi, à mon équipe, je leur dis, faites attention à tout ce qu'on reçoit. Tu sais, il y a 3 semaines, on a reçu une demande d'ouverture d'un... Tu sais, quand tu veux partager un Google Doc ou un Google Ouais. Sheet, là, Ouais. donc Francis C'est a juste un lien, demandé l'accès au Google Doc. Ouais. Mais tu sais, c'est Nono, notre adjointe a reçu ça, puis elle a dit « Oh, c'est bizarre, est-ce qu'on devrait demander? » Puis finalement, tu vois, c'était une fausse demande. C'est un Donc, hameçon, en fait. on là. a réussi à pas... Tu sais, on n'est pas tombé dans le panneau, mais je me dis... Oh wow, tu sais, là, nous, on est 10, on contrôle, mais imagine une entreprise qui sont 200, 300, 500 employés. Ouais. Comment tu fais pour t'assurer Ouais. que tous tes employés Ouais. ne répondront pas à cette demande qui est Ouais. frauduleuse? Ben, des formations de cybersécurité, ça veut dire que c'est vraiment de plus important. en plus là. nécessaire, je crois. Puis, si que on vous- va dans... Est-ce que vous en faites des. On n'en fait pas. Par contre, nos employés sont très sensibilisés à ça. Donc, on se partage beaucoup de connaissances et d'informations là-dessus parce que c'est important pour nous. Ça fait partie de notre quotidien. Nos clients, tu sais, nous, on n'a pas nécessairement ce rôle-là chez nos clients, mais c'est sûr que c'est quelque chose que les gens doivent faire extrêmement attention. Puis l'autre volet, je te dirais, on en a parlé un peu, mais tu sais, tout ce qui est chaîne YouTube en ce moment, c'est il se développe des outils tellement rapidement en ce moment. Là, donc, il faut faire attention à faire nos recherches comme il faut, de ne pas juste tomber dans le panneau, de dire « Ah, ben, c'est ça, je vais l'essayer, puis au pire, ils ont toujours un 14 jours gratuit ou un 30 jours gratuit, donc je vais l'essayer. » Il faut faire attention à ce genre de choses-là, puis chercher peut-être un petit peu plus
pour être sûr que c'est la bonne information là, qu'on va consulter. Là. Merci pour cet avertissement-là, je savais pas tout ça. Au niveau de la stabilité du produit que vous offrez, mettons le site après un client, là, est-ce que y a-t-il des enjeux de résilience ou est-ce que c'est écologiquement stable de se dire, OK, là, notre client il est satisfait, c'est satisfaisant pendant combien de temps jusqu'à temps qu'il vous rappelle? Là? C'est une bonne question. En fait, ça va être stabilisant jusqu'à temps que quelqu'un ou quelque chose arrive qui pourrait être plus pertinent que ce que toi, tu as eu à dire à ce moment-là. Donc, si, exemple, c'est une question d'opinion, donc si on reprend l'exemple des meilleures écoles du quartier, bien évidemment, il rouvre une nouvelle école, il arrive quelque chose dans une des écoles, ben tu pourrais avoir un retravail à faire là-dessus. Si ton compétiteur, par exemple, il va avec un contenu encore plus pertinent que le tien, ben il faut... Je pense qu'avant qu'on arrive à une saturation, on a encore beaucoup de temps vers nous. Donc, souvent, ce qui est développé a une bonne pérennité, puis on n'est pas obligé de le retravailler parce que les outils d'intelligence artificielle changent tellement que est-ce qu'un jour, ça va être, et on va être saturé comme avec Google. À un moment donné, il n'y avait plus vraiment d'innovation. Là. Je veux dire, tout le monde faisait sa recherche sur Google, puis c'était comme, c'est tout, là. C'est tout ce qui existe. Là, aujourd'hui, on est ailleurs. On n'est pas là du tout. Donc, ça amène des réflexions, c'est sûr, sur le long terme, à voir comme qu'est-ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a réellement un joueur qui va prendre la place? Parce que je ne sais pas si... Je sais qu'une des points que tu aimerais qu'on discute, c'est par rapport au fait qu'il y a quelques grands joueurs qui ont le marché. Moi, je pense qu'on ne le sait pas encore quel joueur va se démarquer. On est vraiment à l'époque de Yahoo, Google, MSN. Du début. Exact. AOL qui avait son moteur de recherche. Puis, c'est vrai, puis finalement, c'est Google qui a remporté, mais on ne sait pas. Exact. Est-ce que dans 10 ans d'ici, on va se reparler puis ça va être que ChatGPT? On le sait pas. Parce qu'ils ont démocratisé, c'est sûr, d'une certaine façon, l'intelligence artificielle, mais moi, je vois dans les chiffres clients que c'est pas ça qui est le plus utilisé chez les clients. Ouais. Parce que ChatGPT est utilisé par une tranche d'âge. Tu sais, les 20-35 ans, oui, vont être plus style ChatGPT, installer des applications, mais pense à toute la tranche d'âge, tu sais, passé 40, là, les gens vont utiliser ce qui vient avec l'ordinateur. Puis qu'est-ce qui vient avec l'ordinateur? Ben, c'est Microsoft, c'est Copilot. Donc, on a vu des chiffres exploser chez Copilot, chez nos clients, parce que monsieur, madame, tout le monde, il rouvre son ordinateur, il va sur le browser, puis il prend ce qui est là, il n'installe pas. Juste la petite friction de taper ChatGPT dans la barre de recherche, c'est too much. Puis ils vont appeler ça probablement ChatGPT. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste par même ma connaissance de cause, ils ne savent même pas. Wow. Parce que ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle dans la tête de certaines personnes. Mais OK, c'est tous des branches différentes. Ouais. Ça a été démocratisé beaucoup grâce à ChatGPT. Mais moi, je trouve que c'est une des entreprises qui pense pas de la bonne façon. Puis on le voit, là, ils ont des enjeux, d'énormes enjeux financiers. Mais je pense qu'ils n'ont pas assez pensé aux utilisateurs puis pensé beaucoup trop à eux. J'aime beaucoup plus encourager une entreprise comme Claude, Anthropic, qui va vraiment en donner aux gens, là, qui va vraiment être centré sur le besoin des gens. Puis je pense que c'est ça qui fait la grosse différence. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est plus un peu plus démocratisé ou open source, genre? Ben, en fait, c'est plus en mode on va essayer de donner ce que le client a réellement besoin. Donc, on va avoir des coûts un petit peu plus élevés, mais on va être moins dans la masse d'informations, puis plutôt dans quelque chose de pointu sur ce que tu as besoin de recevoir. Donc, moi, je trouve que quand, exemple, moi, j'ai fait le switch. Là. J'utilise de moins en moins, presque voire jamais ChatGPT, puis j'utilise que Claude. Pourquoi? Parce qu'il va être plus pertinent, il va me donner de l'information qui est plus juste, mais aussi, ils vont consommer beaucoup moins de données. Le ChatGPT a beaucoup d'hallucinations, on va partir dans plein de directions. C'est vrai que ça fait ça souvent. Alors que Claude va avoir tendance à être plus orienté sur ton besoin précis. Donc, je pense que... c'est ça. Il y a un coût, au lieu d'y aller avec un coût plus financé par la publicité ou autre chose, ils vont plus par un financement que les gens paient des licences un peu plus chères, puis c'est ça qui amène l'innovation technologique chez eux. Je trouve que c'est une belle façon de travailler versus OpenAI qui est beaucoup plus en mode de vendre de la publicité, essayer de voir comment ils pourraient monétiser l'outil. Je serais pas surpris, puis tu sais, Claude l'a dit au dernier CES, là, mais au lieu de financer par la publicité, puis que là on se ramasse avec du contenu qui est pas pertinent pour les utilisateurs, bien, ils vont rester, en tout cas, c'est leur mot d'ordre, d'être pertinent pour les gens qui l'utilisent. Ouais. Dans tous les outils que tu utilises, comment tu fais ton choix
toi qui utilises tous ces outils-là, comment tu fais ton choix par type de projet? Tu te dis, OK, ce projet-là, ça concentre plus Claude, ce type de projet-là, c'est plus OpenAI. Comment tu fais pour utiliser le meilleur outil? Tu utilises plus Claude parce que tu essaies de raffiner ça? Parce que c'est-tu le user interface qui fait que c'est Non, mieux? pas vraiment l'utilisation de l'interface. Je pense que c'est l'encouragement aussi de l'entreprise derrière, du produit qu'ils offrent. Donc, c'est du modèle, exact, la façon qu'ils ont réfléchi, les réflexions derrière. Je pense aussi la façon qu'on fait nos choix, c'est qu'on essaie d'amener les outils à être le plus efficace possible pour nous. Donc, d'apprendre à un outil comment on travaille avec les fameuses compétences là, ou skills qu'on peut donner au Claude, ChatGPT et autres de ce monde. Ben, quand tu te colles à un outil puis tu collabores et tu lui apprends ces compétences-là, ben après ça, il peut être beaucoup plus centré sur comment toi, t'aimerais qu'il travaille versus laisser l'algorithme en fait choisir pour toi. Là. Qu'est-ce que tu regardes exactement pour dire, OK, ça me convient plus à moi, par exemple? Là. Je vais regarder en fait comment il raisonne. Fait que quand, exemple, je lui demande quelque chose, on peut regarder comment il a fait pour trouver cette information-là. La petite fenêtre de plus, dans le fond, là, tu regardes ils ont reasoning. chacun un petit bouton que tu peux voir en fait comment ils ont trouvé cette information-là. Okay. Puis je trouve que ça donne une bonne idée sur comment ils ont fait pour promouvoir ou te donner cette réponse-là. Mm-hmm. Ça peut te permettre de comprendre où ils vont chercher. Ton regard humain valide le thinking, exact. En fait, là, puis la façon de penser. Genre. Exact. Puis dans la façon aussi qu'ils vont réagir, je trouve que c'est un peu une grosse guerre de géants en ce moment, tu sais, puis un peu une guerre d'enfants gâtés d'une certaine comme tu façon, dis, là, on est au début, Yahoo et compagnie, tout le monde là, c'est un sort peu une ça. version, puis là, la semaine d'après, l'autre offre une version meilleure, puis tout ça, puis moi, je regarde comment ils affichent leur message, puis comment ils, au lieu de dire, j'ai fait meilleur que l'autre, non, j'ai innové, j'ai rajouté cette fonctionnalité-là. Je trouve que Claude s'est différencié par l'innovation au lieu de la copie de, nous aussi, dans le fond, on fait ça, alors que j'ai l'impression, en tout cas, dans mon utilisation quotidienne, que ChatGPT va aller plutôt copier en fait ce que les autres vont faire. Est-ce que tu trouves que Claude est comme plus éthique, en guillemets? Genre, est-ce que c'est le genre de truc que tu regardes au niveau de la pratique de l'entreprise? C'est difficile à voir parce que... Ou juste évaluer, ouais. Exact, parce que tu entends toutes sortes d'histoires, puis on n'a pas les vraies règles du jeu. Puis là, quand un employé quitte, exemple, Anthropic ou OpenAI va leak des données, mais tu sais jamais si c'est vrai ou pas vrai. Fait qu'il y a tellement d'histoires qui sortent de là. Mais je pense que par les prises de position publiques de l'entreprise Anthropic derrière Claude, les résultats sont... Je trouve que leur prise d'opinion, la façon qu'ils amènent, comment ils présentent, que ce soit des nouvelles fonctionnalités, mais même de la façon qu'ils monétisent l'outil, je trouve que c'est un peu plus... en tout cas, ça rejoint plus nos valeurs à nous que ChatGPT. En même temps, on a une réalité d'entreprise que, tu sais, si les clients de nos clients sont beaucoup plus sur Copilot, évidemment, on doit se concentrer sur des tests sur Copilot, même si on ne l'utilise pas beaucoup au quotidien. Il y a des clients qui vous demandent d'utiliser plus un outil qu'un autre? Non, mais on doit s'assurer que si, exemple, on voit que le client de notre client, lui, est sur Copilot, et c'est là qu'on doit le positionner, il faut qu'on se concentre sur cet outil-là. Donc, on n'a pas le choix de l'utiliser. Okay. Tandis que lui dire, oui, tu sors bien sur Claude, mais tu sais, si son public n'est pas sur Claude, encore là, Claude étant un moteur utilisé, tu sais, j'ai pas les statistiques devant moi, mais je mettrais ma main au feu que c'est pas un moteur qui est utilisé par les plus de 40 ans. Là, on va avoir un moteur qui va être beaucoup plus utilisé par les jeunes et ou les gens qui ont une connaissance aguerrie moins technique ou différente. OK. Puis, c'est quoi les prochains steps de SiteGrow? C'est quoi les prochains projets que tu aspires, que tu dis ça, on s'enligne vers ça, le futur va vers là, en fait. Genre. Ouais, on a eu une grosse croissance. Je pense qu'on a vécu ce qu'on peut appeler de l'hypercroissance, de passer de 2 employés à 10 en 1 an. Les clients qu'on accompagne. Je pense que pour nous, c'est pas des objectifs de croissance qu'on veut. On veut pas devenir 50 employés l'année prochaine. L'objectif, c'est vraiment de stabiliser puis d'offrir un produit puis un service à nos clients qui va être le plus sain pour tout le monde, en fait. Que ce soit d'un côté écologique, que ce soit d'un côté financier, que ce soit d'un côté aussi humain, pour nous, c'est vraiment important. On est en train de développer un outil parce qu'on voit que certaines entreprises utilisent des outils d'entreprises américaines qui sont un petit peu moins du côté
ils représentent moins peut-être nos valeurs. Donc, on aimerait... Quel genre d'outils, par exemple? Le monitoring de tout ça, en OK. fait. Quand tu des veux informations savoir... collectées, là. Fait OK. il y a des entreprises, exemple, 2 géants américains qui collectent les données. Ils stockent ça dans une base de données. Puis après ça, ils sont capables de te dire si c'est bon ce que tu fais ou c'est pas bon ce que tu fais. Mais en premier lieu, tout ce qui est francophone est délaissé. C'est énorme. Qu'est-ce que tu veux dire par Parce délaissé? qu'ils vont être que anglophones. Ils vont vraiment monitorer ce que les requêtes en anglais vont être et pas les requêtes en français. Ah ouais? Donc, toi, comme entreprise du Québec ou même en France, ben, tes données sont peu. Là. Donc, tu peux pas... Fait que ce que tu demandes en termes de prompt, c'est moins sollicité puis c'est Ouais. moins précis, en fait, genre. Ben oui, puis Ah ouais, à ce point-là. Ils vont même dire T'as une que... discrimination, en fait, genre. Ils vont dire qu'il n'y a pas de volume. Ils vont dire, non, il n'y a personne qui recherche ça. Mais c'est pas possible. C'est sûr Non, mais qu'il y a si des tu gens démarges pas, ben oui. qui recherchent ça. Oui. Mais, on n'a pas la donnée pour ça. Mais si tu prends un client, exemple, nos clients qui vont être sur le marché plus américain, la donnée, là, elle est là. Fait qu'il y a pas beaucoup d'utilisation des données en français, encore moins pour le Québec ou le Canada, même du côté anglophone. C'est des coûts de licence énormes. Puis dans le fond, tu viens à payer pour de la donnée qui est stockée depuis des années, qui, dans le fond, ne te sert pas nécessairement parce que le vent a changé. Maintenant, on est plutôt du côté de l'intelligence artificielle. Donc, on aimerait, puis nos clients actuellement l'utilisent, mais on ne l'a pas commercialisé d'une façon où le client pourrait payer seulement pour l'application. Mais c'est d'avoir une application qui nous permet de monitorer, en fait... la collecte de données. Oui, exact. C'est où que tu sors, combien de fois tu sors. Puis c'est drôle parce que là-dedans, il y a une note écologique. Donc, on a travaillé sur une note environnementale, devrais-je dire, qui, en fait, c'est quoi ton empreinte carbone. Puis on a, tu sais, la recette de l'empreinte carbone pour un site web, il y a différentes façons de penser, là. Ouais. Mais nous, on essaie de cumuler le fait de ta performance web, puis le nombre, tu sais, quand je te disais que Google te pénalise si jamais tu as trop de pages, ben, ça fonctionne avec un certain pourcentage, puis on essaie de réduire ton pourcentage. Donc, on essaie que ton site soit le plus optimal possible pour les utilisateurs, puis de niveau vitesse, donc consommation des données, et qu'on réduise en fait le bruit inutile que tu fais. Donc il y a une note qui sera dans l'outil d'un point de vue environnemental. Super. Parce que on est certain que dans les entreprises n'ont pas le choix, tu sais, les géants ChatGPT, de considérer considérer ça parce qu'ils se font tellement critiquer, puis ils font tellement de choses qui vont pas aller nécessairement dans cette avenue-là qu'ils prennent en compte où ils peuvent ces critères-là. Puis une des façons, ben, c'est de dire, OK, comment je pourrais mettre de l'avant une entreprise. C'est pourquoi tu irais acheter ta bière à cette microbrasserie-là versus une autre. Mais les gens ont de plus en plus le côté environnemental derrière, tu sais, l'entreprise. OK. Au niveau de... les grands géants, là, comment ils collectent ces données-là, qu'est-ce que tu vois dans le futur qu'il faudrait que le consommateur ou monsieur, madame, tout le monde devrait regarder à se dire « OK, non, je vais encourager pas celle-là, plus celle-là, cet outil-là plus qu'un autre » parce que justement, je trouve que ces pratiques-là sont plus intéressantes ou justement, qu'est-ce qu'on doit s'intéresser au niveau de la cybersécurité. En ce moment, on dit tout le temps que en ce moment, l'intelligence artificielle se nourrit de nos interactions, nos informations, nos trucs. Puis on n'est pas propriétaire, en fait, de cette collecte de données-là. Au bout de la ligne, c'est ces grands géants-là qui nous utilisent, entre guillemets, qui apprennent de nous. Comment tu vois? Est-ce que tu vois le futur lumineux ou pas lumineux par rapport à l'intelligence artificielle? Oui, ben je pense que l'intelligence artificielle va venir à se stabiliser. Je pense que là, on vit, c'est des entreprises qui ont des énormes croissances, des croissances en termes d'utilisation de tokens, mais les gens ont de plus en plus de questions autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis je pense que comme entreprise, ils n'auront pas le choix à un moment donné de se démarquer puis de dire, OK, ben nous, on consomme moins de données, exemple, pour te donner un retour sur ce que tu demandes. Puis ils vont être de plus en plus directs avec les utilisateurs. Tu sais, juste au début de l'utilisation de ChatGPT, il fallait que tu fasses quand même beaucoup de requêtes pour finir par avoir une réponse qui fait du sens. Tandis qu'aujourd'hui, ben, c'est affiné. Puis on a des résultats qui sont beaucoup plus... direct. Donc, on a une moins grande consommation de ces données-là. Ce que je trouve spécial, c'est que ça aurait été bien, je crois, il n'y a pas de géant canadien ou y a-tu un géant canadien je pense pas. Moi, je connais pas cette artificielle, ça aurait été quelque chose qui
qui serait bien, d'avoir notre fleuron à nous aussi niveau intelligence artificielle. Ça va être quand même difficile de compétitionner contre les géants actuels, là. Je veux dire, construire des centres de données, redévelopper tout ça, je veux dire, je pense que c'est un bateau qu'il fallait prendre avant, peut-être. Oui, peut-être qu'on est, comme tu dis, peut-être qu'on est en retard. En même temps, je pense qu'il reste qu'un public qui pourrait avoir besoin de cette information-là, une information qui, tu sais, ça pourrait être moins... on le voit, là, il y a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui sortent, qui sont plutôt spécialisés. Donc, au lieu d'utiliser un généraliste, comme exemple, ceux qu'on a nommés dans le podcast aujourd'hui, ben, tu vas utiliser quelque chose qui est un peu plus spécialisé et qui va consommer moins de données. Donc, est-ce qu'on pourrait y aller avec quelque chose comme ça? Je pense que l'intelligence artificielle aussi, dans le milieu, il y a des milieux, le milieu de la santé, le milieu de l'énergie. Je pense qu'il y a quand même une façon qui pourrait être utilisée justement de la bonne façon, là. Mm-hmm. Ben, tu sais, comme tu disais, là, toi, tu regardes le thinking. Ouais. Ben, je pense que c'est DeepSeek qui avait mis ça de l'avant. Ouais. Puis le ChatGPT, le lendemain, il avait commencé à développer le truc, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça là-dedans. pousse. Je pense que le fait que d'autres joueurs, mettons... ça reste compétitif, ouais. Exact, décident de faire quelque chose. Mais là, les gens se disent, c'est pas mauvais de savoir comment tu as fait pour me donner ta réponse, tu sais. Je veux savoir. Donc, je pense que le fait qu'il y ait la compétition, c'est pas mauvais. Moi, je vois pas vraiment encore qui va prendre la place. Google a quand même d'énormes budgets. Ils ont déjà le public sur leur plateforme. Fait qu'est-ce qu'un Gemini va c'est pas une plateforme que moi je connais vraiment de gens qui utilisent Gemini, donc qu'est-ce qui va se passer, c'est difficile à prédire, mais je pense que les gens commencent à se poser de plus en plus de questions, que ce soit avec où va ma donnée ou avec la fameuse loi 25, les gens de plus en plus se posent des questions, là. Ça c'est un autre débat, mais on me parle souvent de où va mes courriels, c'est la même chose, tes courriels sont sur Gmail, des serveurs ils sont où, est où stocké cette donnée-là, t'sais? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la loi 25. Ouais, la loi 25, en fait, c'est la protection de nos données ici au Québec. Puis c'est de savoir que quand on va sur un site web, peu importe l'action qu'on fait en ligne, ben elle est stockée où cette information-là. Puis comme entreprise, on a une responsabilité de avertir notre client si, exemple, on a une faille informatique ou peu importe. Puis on n'est pas supposé de garder des données. Tu sais, c'était une pratique qu'on avait. Moi, je pense toujours au garagiste qui a un livre avec tous les rendez-vous et les informations des gens. Mais imagine ça. Mais ça, après ça s'est mis en ligne, puis tout le monde a modernisé son site web avec des outils pour stocker toute cette information-là. Mais attends une minute, ça veut dire que mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. se ramassent dans plein de bases de données, de plein de compagnies. Tu sais, c'est quand même préoccupant à savoir. Donc, je pense que la loi 25 vient jouer un rôle dans qui peut avoir accès à mes données puis venir protéger ces données-là correctement. Parce que, tu sais, c'est ça. Si tu as une faille dans un serveur quelque part dans le monde, c'est important que, comme toi, comme utilisateur, qui a consenti, t'as donné ton consentement pour donner tes données, que tu sois protégé, alerté, en fait, exact, qui est arrivé. Une certaine forme de protection, Exact. Au niveau de, tu disais que les gens se posent de plus en plus de questions sur cette utilisation-là. Trouves-tu que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça va affecter le niveau jugement critique des jeunes? Je veux dire, en ce moment, tu disais au début, les gens ils font full confiance à cette information-là. Je pense que c'est pas tout le monde qui fait comme toi là, de regarder le raisonnement de l'intelligence artificielle. Tu penses-tu qu'au niveau collectivement, pour la société humaine, tu penses-tu que c'est quelque chose qui est mauvais, justement? Je pense que les outils ont quand même une bonne conscience. Je pense qu'ils essaient du moins de faire la part de leur part de marché là-dedans. Tu vas le voir, là, que on avait vu au début de ChatGPT, tu pouvais pas demander comment faire une bombe, mais si tu demandais dans tel livre comment ils ont expliqué pour faire comment, là, ils vont finir par te donner fait qu'il y a toujours, c'est sûr, façon de contourner, mais je trouve qu'ils sont de mieux en mieux pour essayer de ne pas donner de conseils, mais plutôt référer des gens. Donc, tu peux pas faire une omelette sans casser d'œuf, en fait. Exact. Là, tantôt, quand on parlait d'avocat, il prendra pas position sur comme tu devrais faire ça, mais il va t'orienter vers qui est l'expert que tu devrais appeler. Donc, je vois ça un peu comme moi, je vois ça plutôt comme un répertoire, comme un grand frère, comme un conseiller qui peut te dire, je le sais pas, mais je pense que tu pourrais appeler cette personne-là, il va pouvoir t'aider avec cette réponse-là. Donc, je suis d'avis plutôt qu'ils ont à faire leur part des choses parce qu'ils veulent pas de scandale, eux non plus. Tu sais, tu veux pas être un Claude et avoir le scandale. Il y en a eu, en plus. Exact. Tu veux pas être là. Fait
ils n'ont pas le choix de faire attention, je crois, à ne pas non plus donner des choses qui seraient fausses. Puis c'est pour ça que l'arrivée de publicité sur l'intelligence artificielle cause bien des questions, des maux de tête, parce que si on rentre des publicités, c'est comme sur Google, tantôt quand je te disais que si tu tapes Claude Code en ce moment, aujourd'hui même, tu le tapes sur Google, le premier résultat étant un résultat payant, donc la personne malveillante a payé pour être là. C'est quand même plate parce qu'il doit y avoir une masse de gens qui sont tombés sur le panneau. Exact, qui prennent ça, puis qui savent même pas qu'ils ont été piratés ensuite. Mm-hmm. C'est quoi ton opinion sur, justement, il y a eu une tuerie dans une école là, à cause de quelqu'un qui avait utilisé ChatGPT, je pense, là, OpenAI, pour planifier ces trucs-là, puis justement, il aurait dû, il a été signalé, puis il a été bloqué sur plusieurs fois. Est-ce que tu penses que OpenAI aurait pu intervenir sur, justement, c'est une là-dessus? Bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui... je veux pas aller d'une opinion trop tranchante, mais je crois que c'est malheureux. Est-ce qu'on peut ne pas accélérer ces gens-là à poser ce genre de gestes-là? Je pense que oui. Est-ce qu'on peut l'arrêter complètement? Je pense que malheureusement, c'est pas la place des outils. On le voyait aussi avec les gens dans les chats quand ils ont des pensées suicidaires ou peu importe. Que ces chats-là ont des responsabilités de dire « Oh, là, je pense qu'on a un utilisateur. » Fait que je pense qu'il y a un travail qui est fait, mais malheureusement, c'est des outils qui sont tellement utilisés puis par des milliers, des millions de gens qu'à un moment donné, c'est dur de tout contrôler pour eux. Fait que sans dire c'est pas de leur faute, je suis loin de dire ça. Je pense qu'au contraire, ça nous met la vérité en face de dire ok, je pense que chaque entreprise a une part de responsabilité. Une part de responsabilité à faire, puis que ça va d'humain à humain à technologiquement de s'assurer que les plateformes font ça, qu'elles font attention en fait à ça. Donc ma réponse, sans répondre à ta question par oui ou par non, je dirais qu'ils ont une responsabilité évidemment de faire attention et de signaler ce genre de comportement-là, que ce soit aux autorités, mais également de voir peut-être à prévenir ça, parce que l'intelligence artificielle va tellement loin. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour essayer de déceler, en fait, des choses qui pourraient être moins claires, en fait. Donc, exemple, de la détresse psychologique ou autre chose. Oui, dans quelqu'un qui planifie un acte criminel, de cette gravité-là ou peu importe, d'être capable de déceler avant d'arriver à un mécanisme qui est comme « Ah oui, il a demandé pour telle façon de faire, mais il y a des choses avant ça qui sont plus graves. Mm-hmm. » Puis, on se posait pas la question sur Google. Moi, c'est ça qui m'étonne, c'est que moi, il y a un parallèle à faire, là, clairement. Là. J'étais un adepte de Google avant. Moi, j'ai toujours fonctionné avec Google. J'ai toujours trouvé mes solutions sur comment faire ce que je voulais faire sur Google. Et pas Yahoo, en fait. Là. Exact. Okay. Fait que je pense que cette réalité-là, on l'avait aussi avant. Est-ce qu'elle s'est accentuée et on en parle plus? Peut-être. Mais je pense que c'est un enjeu qu'on a depuis l'ouverture de plateformes comme Google et maintenant les géants comme ChatGPT, mais dans le fond, on retrouve ça un peu partout. Là. J'ai regardé récemment, il y avait un reportage qui disait que l'intelligence artificielle générait des rapports, puis des articles, puis qui mettait ça, puis nécessairement, c'était pas vérifié par un humain, ou du moins, c'était pas quelqu'un qui était compétent ou un humain qui avait validé le truc. Fait que là, l'intelligence artificielle génère des trucs qui sont pas nécessairement bonnes, puis là, c'est de façon exponentielle. Fait que est-ce que tu penses comment on va faire pour les contrôler justement cette génération de mauvaises informations-là? Parce que là, si comme tu dis, on fait confiance à l'intelligence artificielle, lui, il génère des informations qui sont fausses, il se réfère à ça, dans le fond, il se réfère de lui-même à lui-même. Comment on peut empêcher ça, tu penses? Je pense que on en a parlé d'entrée de jeu avec les reviews pour une entreprise, mais je vais aller dans une autre direction aussi. Je pense que, exemple, pendant un bon bout de temps, ChatGPT se basait sur Reddit pour mettre de l'avant ces informations-là. Mais Reddit, on peut y aller toi et moi et dire n'importe quoi. Puis à un moment donné, ils ont changé de cap parce que ça n'avait plus d'allure. Il y a le Flat Earth. Il y a des personnes qui pensent que la Terre est plate sur Reddit. Là. Exact, fait que, je veux dire, ici, je fais référence à ça, c'est pas très bon. Là. Où j'essaie d'aller... Sorry, Flat Earth. Les auditeurs Flat Earth. Mais non, mais t'as raison. Je pense qu'à un moment donné, comme utilisateur de ces plateformes-là, il faut quand même être conscient qu'on peut pas prendre ça 100% pour du cash, comme on dit. Dire, OK, on va prendre ça puis on va le faire.
Mais on a le même problème entre humains. Là. Si toi, tu me dis c'est vrai. la Terre est plate, puis moi, je pars d'ici, puis je suis comme, mais si toi, tu me l'as dit, c'est bon, puis je fais pas d'autres recherches, puis tu sais, à un moment donné, j'ai ma responsabilité comme humain, Individuel. de dire, OK, j'apprends une masse d'informations à l'école, j'apprends une masse d'informations de mes parents, de mes amis, de l'univers en général. Le jugement critique est valide partout. Ouais. Exact. Donc, même chose avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est sûr que si j'y vais, puis, tu sais, on me dit, allume ton four à 400, puis part de la maison, ben, à un moment donné, il faut quand même que j'aille moi-même... Sélection naturelle va se faire. Là. Exact. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense que rapidement, on juge les outils, mais dans le fond, on a tous ça. Moi, c'est pas rare qu'autour d'une table, les gens, là, tu sais, juste prends les médias à la traditionnelle, télévision. Les gens vont se faire des opinions avec de l'information qui n'ont jamais validé ils n'ont jamais entendu remis en question. Ils n'ont jamais, même des fois, écouté l'émission dans laquelle ils ont une opinion, peu importe, mais ils ont entendu quelqu'un dire que, ben, on le vit avec l'intelligence artificielle, quelqu'un va avoir entendu, mais là, j'ai entendu que ChatGPT, ils ont fait ça, mais tu sais, ils n'ont pas d'informations de ça, puis là, on se base sur une opinion, puis on part avec ça, puis on se fait un... Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut faire attention comme... individuellement, on a tous une responsabilité de peu importe l'information qu'on reçoit. De la valider. Ben, de la valider, tu sais, puis de se dire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que moi, je veux croire en ce que la Terre, elle est plate? Est-ce que ça rejoint? Mais, puis tu sais, après ça, de faire ses propres choix. Je pense que les outils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais effectivement, il y a toujours des gens qui vont essayer de manipuler l'information que tu vas émettre, un peu comme quand on était sur Reddit. Moi, c'était au début un peu de SiteGrow, puis je trouvais ça fou parce que là, pour positionner des clients, il fallait idéalement aller parler sur Reddit de ces clients-là. Mais là, tu sais, c'est un petit peu de la manipulation de l'information que tu vas donner. Donc, moi, je pense, puis je reviens aux reviews, si tu as des bons reviews, si les gens aiment ce que tu fais, ton produit, ben, je pense que ça va finir un peu comme d'intégrité intellectuelle, laisse le marché, si c'est bon, c'est bon, je veux dire. Exact. Tu sais, ton podcast, pourquoi tu vas pas acheter des vues pour montrer que tu as 10 000 vues, puis que tu as 100 000 vues, ou peu importe. Mais parce que je crois à la mission, puis j'ai envie que la mission, elle soit importante, pas juste les vues. Exact. Je pense que c'est important que tu vives une croissance, qu'elle soit organique, que tu puisses... pertinente. Je pense que c'est ça l'important. Donc, je dirais, c'est nous, l'individu, c'est nous, l'humain, qui doit faire attention, en fait, à cette information. Même chose, les enseignants. Il y a des enseignants qui disent pas nécessairement tout le temps la bonne chose. On en a vu à différentes occasions. Il faut faire attention, mais ça, c'est dans notre quotidien en général. Là, si ton patron il te demande de faire quelque chose que tu penses qui fait pas de sens, il faut pas que tu le fasses. C'est la même chose avec ChatGPT. Ben, j'ai pas écouté mon professeur de mathématiques. J'ai pas écouté mon professeur de mathématiques qui m'a dit que je serais pas capable d'aller en sciences nature. Puis je suis devenu ingénieur quand même. Man. Mais c'est fou. T'en as un bel exemple. Je veux dire, dans notre vie, on est confronté à ça. Là. Je veux dire, on se fait des opinions, puis on forge notre identité. Mais c'est important que numériquement aussi, on fasse attention. On parlait de professeurs, justement. Est-ce que tu penses que dans les écoles, on devrait avoir des cours de comment utiliser ces outils-là? Je veux dire, inévitablement, les jeunes vont l'utiliser, là, puis ils l'utilisent déjà pleinement. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir une façon de mieux outiller ces jeunes-là avec ça? C'est clair, puis je pense que c'est là où il y a le plus grand risque, surtout au Québec. On est souvent derrière, en fait, on peut le voir par le passé, mais je crois que c'est important, effectivement, qu'on le démocratise dès le jeune âge, puis qu'on en parle, qu'on sache comment l'utiliser, puis qu'on ne le bloque pas, au contraire, qu'on amène les gens à le rajouter cette corde-là à leur arc, parce que moi, là, j'ai embauché récemment des programmeurs, puis j'avais beaucoup de programmeurs qui sortaient de l'école, puis j'en ai eu de toutes sortes. Là. J'ai eu des programmeurs qui sortaient d'un DEC, d'un bac, d'un génie logiciel, puis j'arrivais, puis c'est comme, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'était zéro, là. Comme jamais, tu sais, utiliser un peu le week-end, puis ils savent c'est quoi ChatGPT, là. Mais c'est pas si utilisé qu'on pense, peut-être. Non, pas utilisé dans les cours, pas utilisé dans... Mais il faut faire attention. Moi, je pense que aujourd'hui, au contraire, si tu vas arriver dans le marché du travail, ça te donne un edge d'être capable d'utiliser cette technologie-là. Là. Donc, moi, je pense que c'est important d'amener ça dès le parcours scolaire, puis dès le jeune âge. Je pense que c'est important de montrer que c'est un outil supplémentaire aux étudiants.
il ne faut pas bloquer l'innovation en général. Là, tout évolue, on est rendu avec des voitures électriques. Qui se conduisent tout seuls en plus. Qui se conduisent tout seuls, mais si on bloque tout ça puis on apprend juste à nos mécaniciens de travailler avec les voitures à essence puis les moteurs à essence, on manque peut-être une opportunité. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Les gens vont l'utiliser, donc pourquoi le cacher? On devrait plutôt essayer de le montrer. La globalisation, elle ne va pas s'arrêter. C'est un train qui est en mouvement. L'avenir est là, l'avenir va être avec l'intelligence artificielle. Moi, je crois que c'est important pour les enseignants. Il n'y a aucune école qui nous a approchés pour aller démocratiser. Peut-être qu'on n'est pas dans ce créneau-là, mais ça aurait pu être intéressant qu'on vienne parler aux jeunes de comment utiliser l'intelligence artificielle, de comment on peut l'intégrer dans... l'encadrer, en fait, de façon plus éthique puis responsable. Pourquoi bloquer un étudiant qui serait capable de faire un résultat encore meilleur grâce à l'intelligence artificielle? Tant mieux. Il va se démarquer, il peut peut-être apprendre quelque chose plus rapidement, différemment. Il ne faut pas... démoniser ça non plus. Non, il ne faut pas bloquer ça du tout. Là. Donc, je pense que c'est important. Puis, c'est ça qui va faire la différence. Moi, je trouve ça vraiment fou de passer plein de gens en entrevue. Je te le dis, j'ai eu aucun candidat. J'ai dû passer peut-être une trentaine de candidats. J'ai eu aucun candidat qui m'a dit « Ah oui, on a utilisé l'intelligence artificielle dans le cadre de ma formation, de mon emploi passé. Puis je suis comme « Wow! » Tu sais, moi, c'est important là, qu'on l'utilise. Oui, on est en retard là-dessus. Exact. Merci tellement d'être venu au podcast. C'était vraiment apprécié de m'avoir choisi Écologie et Société. Merci à toi pour l'invitation. Je pense que c'est important qu'on soit capable d'en parler puis qu'on ait une conscience en fait sur quand on utilise ces outils-là, quel impact ça peut avoir sur l'environnement. On peut suivre SciGrow sur quels réseaux sociaux pour entendre parler de toi? On est sur pas mal de réseaux sociaux, mais principalement sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes les premiers? C'est une bonne question. Vous-même l'êtes-vous? Mais on s'est démarqué sur LinkedIn beaucoup parce que on a choisi un branding qui est fort, donc on a une bonne image de marque sur LinkedIn. C'est là où on partage le plus d'informations, donc on essaie de donner beaucoup, un peu comme on l'a fait aujourd'hui. Si les gens ont pu apprendre, il m'a dit d'être pertinent, il a dit de pas trop en faire de contenu, mais tu sais, vous pouvez tout faire ça à la maison, puis les résultats vont venir là. Donc voilà, mais principalement sur LinkedIn, sur notre site web, sinon on est sur Facebook aussi, mais où on est le plus actif, LinkedIn principalement. Insta aussi un peu, non? Non, on n'est pas très Insta, on devrait. Hein? Ouais, moi je suis resté là-dessus. On devrait être Instagram, mais oui, éventuellement, l'objectif, c'est de pouvoir se diversifier. Là. OK. Puis, t'as-tu aimé ça, venir au podcast? Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Oui, plein de choses. Je pense que t'as des bonnes questions, t'amènes des bons points, des bonnes réflexions, mais je pense aussi, ce que j'aime de l'expérience avec toi, c'est d'aller au fond des choses sur certains sujets où des fois on a un peu peur de se mouiller, mais d'aller dans OK, c'est quoi la vraie vie, comment ton client le vit, comment vous le vivez chez SciGrow en général. Je pense que c'est important. Moi, je pense qu'il faut toujours redonner le plus possible. Donc, si les gens aujourd'hui, comme je dis, peuvent avoir appris même quelque chose au niveau entrepreneurial, de dire OK, on peut faire une différence dans notre utilisation de l'intelligence artificielle. C'est sûr que oui. Moi, je trouve ça vraiment important avec le podcast d'inviter des gens de... Tu sais, même que ça soit de la droite, je veux dire, l'intelligence artificielle, c'est quand même vu comme quelque chose qui est dévastateur pour l'environnement. Puis on m'a déjà dit, mon Dieu, il va venir, vas-tu parler de ça? Tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose de difficile. Puis j'étais, mais non, je vais l'inviter pareil au podcast. Il y a une façon d'apporter ça, puis de justement, tu sais, ça fait partie du monde. Puis il faut en prendre conscience, il faut le travailler, puis c'est pas en pointant du doigt que ça fonctionnera pas. Là. Je pense que comme société, on a un rôle à jouer. Tu sais, souvent, c'est facile, en fait, de pointer... Tout le monde ça devient polarisant en faisant ça. Là. Exact. Mais moi, je pense que l'objectif, si on l'a vécu, même chose avec les voitures électriques, tu sais, quand ça a commencé, quand c'est arrivé, puis l'utilisation de la technologie derrière, puis tout ça. On critiquait la voiture, là, puis... les batteries, puis l'environnement, puis tout ça. Mais oui, en fait, il faut en être conscient, ça, c'est certain, mais il faut accepter que ça va en faire partie de notre quotidien, puis comment on peut... autant pour le géant que pour nous comme individus, faire notre part des choses. Puis moi, je pense que c'est comme ça, comme société, on peut avancer. Donc pour moi, c'était important de venir jouer un rôle un peu de... nous, on va pas arrêter de l'utiliser, on comprend que... Mais est-ce qu'on peut avoir un rôle, nous, avec nos clients, chez nous. Et, consciemment. Exact, de faire une différence là-dedans. Je pense que si on fait tous un petit pas, on va y arriver. Merci encore d'être venu au podcast. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup.
Donc, merci d'avoir été les nôtres au podcast Écologie et Société. Allez nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, puis YouTube aussi. Donc, si vous avez aimé ça, partagez-le autour de vous. Puis merci, puis à la prochaine. Bye!